C'est l'un des plus beaux musées de Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, une passerelle entre les cultures. Deux responsables du Quai Branly sont les invités du Grand Angle. Ces deux invités, donc Hélène Fulgence et Yves Le Fur. Bonjour à tous les deux, bonsoir à tous les deux. Alors Yves Le Fur, vous êtes le directeur du patrimoine et des collections du Quai Branly et vous, Hélène Fulgence, la directrice des expositions de ce même musée. Alors d'abord, un mot pour tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, et ils sont nombreux, qui ne connaîtraient pas le musée du Quai Branly. Comment le présenter en quelques mots et donner en fait envie à ceux qui visiteraient Paris d'y aller à leur prochaine visite. On commence par vous ? Si vous voulez, avec plaisir. C'est un musée qui a une jolie baseline puisque c'est le musée où dialoguent les cultures. Donc ça aurait pu être simplement un musée des arts non occidentaux, art africain, art océanien, art d'Amérique. Mais c'est aussi un musée qui est en prise sur le monde contemporain et qui présente de très nombreuses expositions qui dialoguent avec cette collection pour réfléchir sur toute une série de questions. Ouais. Yves Le Fur, un musée d'une richesse incroyable. Oui, une richesse incroyable vis-à-vis des collections qui sont héritées du musée de l'Homme et du musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Donc un héritage magnifique qu'on ne cesse d'enrichir d'ailleurs et qui nous permet de faire ces expositions très, très diverses parce qu'on ne tient pas à avoir une ligne un petit peu étroite mais à s'ouvrir vraiment à différentes démarches et différentes approches intellectuelles. Alors c'est des centaines de milliers d'œuvres d'art africain, on l'a dit, asiatique, océanien, des deux continents américains. C'est des œuvres, en préparant l'émission, j'ai vu que c'était des œuvres de moins de 10 000 ans, pour certaines, les plus anciennes, jusqu'au XXe siècle. Donc c'est vraiment un éventail très très large. C'est présenté sur des milliers de mètres carrés. Donc c'est vraiment, si on veut connaître tout l'éventail de l'art africain, notamment, pour tous ceux qui nous regardent en Afrique, c'est vraiment là qu'il faut aller. Voilà. Alors comme dans tous les grands musées, vous y avez fait allusion, il y a des collections permanentes et puis des expositions. Commençons par les collections permanentes. C'est l'offre principale du musée, ces collections? Oui, alors c'est une exposition qui n'est pas exactement permanente parce qu'on fait beaucoup tourner les œuvres pour montrer la richesse des collections. Vous avez tellement d'œuvres que vous ne pouvez pas les montrer toutes en même temps. Non, évidemment, on est comme tous les musées, mais on tient à cette vivacité et à ce dynamisme pour pouvoir offrir, notamment sur les collections africaines, le plus grand nombre possible de cultures, parce qu'à chaque fois, on a des ensembles qui méritent d'être montrés de tel ou tel pays notamment. Alors j'ai vu qu'il y avait des œuvres du Quai Branly qui sont présentées au Louvre aussi. Donc quand on va au Louvre, on va un petit peu au Quai Branly. Alors le Louvre, ça a été la première, ça a été, si vous voulez, l'élément déclencheur. Depuis Apollinaire, on a voulu, depuis le début du XXe siècle, que les arts non occidentaux rentrent au Louvre, comme tous les arts, dans un musée universel. Et c'est Jacques Kershach et Jacques Chirac qui ont déclenché en fait la venue d'une centaine de chefs-d'œuvre au Louvre, au pavillon des Sessions, qui restent toujours et qui continuent d'être enrichis. Et puis c'est seulement en 2006, 6 ans plus tard, que le musée du Quai Branly a ouvert. Ouais. Donc c'est une sorte d'antenne ambassadrice de l'universalité des cultures. Ouais. Vous avez dit 2006, donc le musée va bientôt fêter son 12e anniversaire au mois de juin. Alors c'est un musée, mais c'est aussi un lieu de recherche et d'enseignement. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Il y a un département de la recherche qui est un département qui donne des cours. Donc il y a des cours sur place au musée, il y a des salles de cours qui est liée à plusieurs universités françaises et internationales. Donc il y a beaucoup de professeurs invités aussi. Et puis la particularité, c'est que ces anthropologues qui sont au musée, ils ont accès à ce que nous appelons la muséothèque, qui est un endroit où ils peuvent venir regarder des objets comme il y a 100 ans, ils l'auraient fait sur le terrain, on appelle ça faire son terrain. Donc ils sont aussi très intéressés aux cultures matérielles, mais il y a aussi de jeunes anthropologues qui s'intéressent à la question de la circulation des virus dans le monde, des mécanismes de sécurité dans les grands hôtels, puisque l'anthropologie d'aujourd'hui, ce n'est plus une anthropologie de découverte d'une terre inconnue, c'est une anthropologie d'observation de nous-mêmes. Alors on sait assez peu aussi, mais le musée du Quai Branly abrite une collection de photos. J'ai vu qu'il y avait 700 000 photos au musée du Quai Branly. Qui veut en dire un mot? Oui, c'est une collection très importante qui servait justement à l'ethnographie et à l'anthropologie dans une sorte d'échantillonnage du monde à l'époque, même depuis le tout début de la photo, parce qu'on s'aperçoit que dès 1850, tout le monde est allé
partout, dès l'invention de la photographie, voir et photographier l'autre, en quelque sorte. Donc c'est une collection qu'on enrichit aussi, et qu'on enrichit aussi dans le domaine contemporain, puisque Hélène Fulgence a organisé par exemple Photoquai, qui était cette biennale sur la photographie des photographes émergents. Alors, pour tous ceux qui sont déjà venus à Paris ou qui viendraient à Paris, le musée Quai Branly, il est facilement reconnaissable parce qu'il y a une grande, comment dirais-je, palissade de verre. Voilà, un mur de verre, une palissade de verre, et donc il y a un grand jardin aussi, parce que c'est aussi, alors aussi, ça c'est magnifique, c'est ce qu'on appelle le mur végétal. Ouais. Donc on ne peut pas passer à côté, c'est juste à côté de la Tour Eiffel. Il y a ce mur végétal, et puis si on continue un petit peu sur le Quai Branly, il y a cette palissade de verre, et derrière un grand jardin dans lequel on peut se promener. Voilà, donc c'est aussi très agréable. On peut aussi se balader à l'intérieur, enfin à l'extérieur du musée. Oui, c'est un jardin qui est merveilleux, qui avait été designé par Gilles Clément et qui est une sorte de jungle organisée en fait. Donc on s'y perd. Il est tout le temps fleuri. Il y a pratiquement pas de saison sans fleurs. Donc c'est un jardin très fascinant. Alors on va parler des deux principales. Je crois qu'il y en a trois, mais il y en a deux grandes expositions en ce moment. Les forêts natales. D'abord Yves Le Fur. Donc il faut se dépêcher parce que je crois que c'est jusqu'au 21 janvier. Exactement, oui. Voilà. Plus que 17 jours. Alors avec des œuvres qui témoignent en fait surtout de la mobilité et des échanges culturels en Afrique. Oui, bien souvent on a l'impression que l'art africain a été fait par des gens qui étaient statiques, avec des styles qui étaient statiques. L'exposition ici montre, grâce à un très grand nombre d'œuvres qui sont pour la plupart des chefs-d'œuvre venus des plus grandes collections du monde. C'est une réunion qui ne se fera sans doute jamais plus, mais montre, si vous voulez, à la fois un mouvement, comment les styles, en fait, se sont influencés les uns les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'accorde pas à l'Afrique. Le fait qu'il y ait des artistes, le fait qu'ils aient leur propre style et que d'un groupe à l'autre, les caractéristiques aient changé. Et donc, c'est un ensemble qui concerne l'Afrique équatoriale atlantique, c'est-à-dire le Gabon, Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale, pour montrer justement que, au-delà des frontières coloniales, ces groupes, ces personnes, etc., ont migré, ont eu des mouvements, sont revenus, et que à partir du moment où il y a mouvement, il y a histoire, il y a un développement temporel. Et cette histoire qu'on a refusée aussi à l'Afrique, on la montre ici. La fameuse phrase de Nicolas Sarkozy, c'était ça, l'allusion. Mais qui avait dit en 2007, je crois, que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Voilà, on l'a un peu tronqué, mais toujours est-il que cette idée de l'histoire africaine, c'est une idée qui nous tient beaucoup à cœur dans les différentes expositions que l'on a pu faire. Et ici, par rapport aux objets que l'on a la chance de montrer, on a pu faire notamment des datations qui nous mettent très en deçà. Une des pièces majeures, par exemple, a été datée de 1650. C'est une pièce d'une abstraction totalement moderne. 1650, c'est Louis XIV. Imaginez un peu le génie artistique de ces personnes. Cette exposition Forêt natale vous tient particulièrement à cœur parce que vous avez vécu au Gabon. Oui, ça on ne dira pas. On l'a dit. Et puis moi j'ajouterais quand même que par ailleurs je trouve que les sculpteurs africains sont les plus grands sculpteurs du monde. Parce que moi en tant que directrice d'exposition, j'ai monté cette exposition. Il y a, au niveau de la statuaire mondiale, il y a les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Donc c'est aussi un plaisir, une délectation esthétique qu'il faut rappeler. Alors, il n'y a pas que cette exposition sur les forêts natales dans l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi la grande expo du moment, enfin la deuxième grande expo du moment, le Pérou avant les Incas. C'est ça qui est intéressant. Oui, en fait, on parle de la première sédentarisation qui se fait d'abord à travers l'architecture et puis qui ensuite se fait à travers l'édification d'un pouvoir politique. Donc, on est sur la côte nord du Pérou, vers Trujillo. Et en fait, là, les nomades, petit à petit, se sédentarisent et vont construire les premières pyramides. Donc les premières pyramides du Pérou, c'est au moment de la période formative, autour de l'an 0, et elles se construisent dans ces sites archéologiques. Et donc, il y a des œuvres qui datent de moins 1500, absolument, c'est de moins 1500 à plus 600 que l'ensemble du processus se met en place. Et ce qui est original, donc c'est une exposition dont le commissaire est péruvien, qui ne comprend que des objets venus des collections péruviennes de plusieurs grands sites archéologiques, notamment les tombes royales de Sipan, notamment la pyramide de la Lune. Et donc ces œuvres, donc ces gens, on les appelait les mochicas, donc le nom qui permet de les regrouper
schématiquement, c'est ça, les Mochica. Oui. Globalement, ce sont les Péruviens d'avant, si on peut dire, d'avant les Incas. Ce sont les Péruviens d'avant les Incas, mais ce sont des pré-Incas. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition, bon, outre le fait qu'il y a des objets absolument merveilleux, en poterie, en céramique, en turquoise, en or, en argent, c'est on voit aussi à ce moment-là, dans l'édification du pouvoir, une présence très importante des femmes. Donc il y avait une espèce d'égalité des genres, si vous voulez, du point de vue des dignitaires, qui étaient choisis à la fois par leur famille et par leurs compétences, vraiment les deux ensemble. Et ça transparaît dans l'exposition. On a vu tout à l'heure à l'image une femme prêtre qui était une dirigeante très importante. Et systématiquement, les archéologues, si vous voulez, aux tombes qu'ils ouvrent, reconnaissent le statut au nombre d'objets et au sens des objets qui sont enterrés avec les dignitaires, le statut. Et c'est la dirigeante la plus importante de cette exposition, c'est donc une prêtresse. Donc les forêts natales, c'est jusqu'au 21 janvier. Le Pérou roi des Incas, c'est jusqu'au 1er avril. Absolument. Voilà. Et puis alors après, il y en a une autre qui va arriver. Il y en a toujours d'autres. Oui, là, la suivante, c'est Peinture des lointains. Voilà, j'ai vu que c'était le regard d'Occident sur les peuples lointains, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ce sera à partir de février, je pense. 30 janvier, 30 voilà. janvier, c'est la prochaine exposition. Alors, Yves Le Fur, le musée porte le nom aujourd'hui Quai Branly, Jacques Chirac. On peut dire que sans l'ancien président Chirac, ce musée n'aurait pas vu le jour. Oui, je parlais de Jacques Kershach, qu'il ne faut pas oublier, qui était le conseiller de Jacques Chirac, mais je crois que sans l'impulsion du président et ce qu'il a transmis de son goût pour les arts non occidentaux, il n'y aurait pas eu cette reconnaissance qu'on commençait à faire, notamment avec le musée d'Appert, à qui il faut rendre hommage, et qui a trouvé là, en fait, ça... C'est lui qui a voulu rassembler, en fait, tous ces arts dits primitifs, hein, comme on disait avant. Voilà, donc c'est plutôt on a plusieurs moments, on a le temps, le temps de la reconnaissance artistique avec les Picasso, etc. Ensuite, on a le temps de la reconnaissance des amateurs, et maintenant, c'est celle du grand public, puisque on peut dire que depuis la création du musée Jacques Chirac, près de 15 millions de personnes sont venues posé la question à admirer ses collections. Donc et c'est à ses peu près expositions. 1 300 000 oui, il y a à peu par près an. 1 300 000 visiteurs par an qui se répartissent entre les collections permanentes et les expositions avec des visiteurs. On dit que les visiteurs franciliens viennent 2,5 fois par an. C'est des chiffres, mais ça veut bien dire qu'il y a un rapport véritablement à l'idée de revenir dans ces expositions. Et on souhaite que d'autres viennent du bout du monde voir donc ce magnifique musée, le musée du Quai Branly. Merci à tous les deux d'être venus en parler dans le 64 minutes.